Merci d'écouter RFI. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonsoir à tous. Dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, le Premier ministre canadien a répliqué ce mardi avec des surtaxes douanières de 15 à 50% sur une série de produits américains. En Haïti, une nouvelle attaque attribuée aux gangs armés a fait plus de 40 morts à Kinskov. Les familles des victimes dénoncent l'impuissance des autorités face à la violence des gangs. En France, une procédure disciplinaire a été lancée contre des soldats pris en photo avec le drapeau de l'ancienne Rhodésie, un symbole associé au suprémacisme blanc. Le Premier ministre canadien Mark Carney a donc répliqué ce mardi en annonçant des surtaxes douanières dont le montant correspond au dollar près à celui des surtaxes américaines qui touchent le Canada depuis samedi. Écoutez Mark Carney, ses propos sont traduits par une femme, ne soyez pas surpris. Nous allons égaler les tarifs des États-Unis au dollar près, au taux près. Ce sera mis en vigueur le 8 septembre. Nous allons imposer des contre-tarifs de 50 ou 25% en termes de plusieurs milliards d'importations sur les biens américains. Pour chaque produit, nos tarifs vont égaler les tarifs américains pour le même type de biens canadiens. McCartney qui a décidé de tenir tête au président américain Donald Trump en rompant les négociations commerciales avec les États-Unis vendredi. Il a évoqué des conditions injuste imposée par Washington, un pari qui pourrait s'avérer risqué car les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Canada. Les exportations canadiennes vers les États-Unis représentent 70% du total. Ottawa sera donc fortement impacté par cette guerre commerciale, mais aussi les États-Unis, comme l'explique Martin Julien, professeur au département de sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Il ne peut pas y avoir de vainqueur à cette guerre commerciale, c'est-à-dire que ça pénalise très très fortement l'économie canadienne, mais ça a aussi des effets néfastes sur l'économie américaine. En fait, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cet entêtement de la part de l'administration américaine. C'est des questions de gestion de l'offre dans le secteur agricole ou ce type de particularité. La relation canado-américaine a existé, a été très forte pendant 30 ans. Ça gênait pas qu'il y ait des secteurs qui sortent un peu des accords commerciaux tels que le secteur agricole. Donc la seule manière de s'en sortir, ce serait de s'asseoir, d'avoir des discussions rationnelles. Mais là, en fait, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce type de discussion avec l'administration américaine. Tant que la politique commerciale sera exclusivement entre les mains de Trump et que le Congrès n'a plus son mot à dire, on va avoir du mal à s'asseoir à table et arriver à une solution bénéfique pour les deux économies. Des propos recueillis par Jeanne Bartoli. Les États-Unis ont retiré de la liste des pays soutenant le terrorisme la Syrie. Elle figurait depuis 47 ans sur cette liste et cela limitait les investissements étrangers dans le pays. La Syrie se débarrasse d'un lourd fardeau et tourne la douloureuse page de son passé. Ce sont les mots du président syrien Ahmed al-Shara après cette annonce qui intervient un peu moins de 2 ans après la chute de Bachar al-Assad. La Syrie qui condamne par ailleurs l'entrée illégale du ministre israélien de la Défense dans le sud du pays. Israël Katz s'est rendu ce mardi auprès des troupes positionnées dans le sud syrien, rappelant la détermination d'Israël à y maintenir des soldats tant qu'il y aura des menaces contre sa sécurité. En Afghanistan, 1 million d'enfants pourraient mourir de malnutrition si rien n'est fait pour leur venir en aide. L'alerte est donnée par l'UNICEF qui a besoin d'argent pour financer ses actions dans le pays. Le programme Nutrition en Afghanistan nécessite environ 180 millions de dollars cette année. Mais il n'est financé qu'à 22% pour le moment. Au total, la malnutrition touche près de 4 millions d'enfants afghans.
RFI, 12h05 à Port-au-Prince. En Haïti, les habitants de Kinskov ont vécu une nuit de terreur. Une nouvelle attaque attribuée aux gangs armés a fait plus de 40 morts dans la nuit de dimanche à lundi dans cette commune autrefois paisible située dans les hauteurs de Pétionville. Une nouvelle offensive qui plonge Kinskov dans l'émoi, dans l'émotion, dans l'inquiétude. Des familles pleurent leurs proches, mais elles dénoncent aussi l'impuissance des autorités face à la violence des groupes armés. Reportage de Peterson Luxama depuis Port-au-Prince. À Kinskov, le sang des citoyens a une nouvelle fois coulé à flot. Les gangs ont semé la panique et plongé la population dans une profonde détresse. Cette dame, un morceau de tissu autour de la taille, ne peut retenir ses larmes devant le cadavre d'un membre de sa famille. Selon plusieurs témoignages, des maisons ont été pillées et incendiées au cours de l'attaque. Cet habitant sexagénaire, encore sous le choc, nous raconte comment il a réussi à échapper avec sa famille aux violences des gangs. Moi, je ne sais même pas comment j'ai réussi à m'échapper. Quand j'ai entendu les tirs, je pensais que c'était la police, mais c'était les bandits. Nous avons escaladé un mur, puis nous avons couru pour nous cacher sous des tôles. Il y a beaucoup de morts. La file des personnes tuées s'étend du haut jusqu'en bas. Pour Marlène, la douleur est encore plus profonde. Elle a perdu son mari et son frère dans l'attaque. Assise avec ses 5 enfants autour d'elle, la voix en sanglots, elle raconte le drame, les yeux rivés sur le cadavre de son mari. Ils ont pénétré de force dans la maison, enfoncé la porte et emmené mon mari. Les bandits lui ont dit « Marche, sinon nous vous tuons !» Malgré cela, il s'est battu avec les bandits. Mais ce matin, c'est son cadavre que je suis en train de regarder. Il me laisse avec 5 enfants. C'est lui qui subvenait à nos besoins. C'est depuis le début de l'année 2025 que les groupes armés cherchent à renforcer leur emprise sur Kinskov. Les habitants restent confrontés à l'insécurité et vivent dans la peur. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI. La Cour européenne des droits de l'homme ordonne la libération du mécène turc Osman Kavala, initialement poursuivi pour avoir soutenu en 2013 des manifestations visant le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre. Il a vu depuis s'accumuler les charges contre lui, ce qu'il conteste. La Cour européenne des droits de l'homme a ordonné à la Turquie de le libérer dans les plus brefs délais. En France, le ministère des Armées a lancé une procédure disciplinaire à l'encontre de plusieurs militaires. Il leur est reproché d'avoir posé avec des drapeaux de l'ancienne Rhodésie, un ancien territoire colonisé et dirigé par une minorité blanche dans l'actuel Zimbabwe. Ce drapeau est aujourd'hui devenu un symbole du suprémacisme blanc. Tanita Fallet, des photos de soldats arborant ce drapeau ont été publiées sur les réseaux sociaux. Sur une photo, 6 militaires en treillis qui tiennent un drapeau à 3 bandes vertes et blanches. Au centre, un blason. Sur une autre image, 4 soldats devant un tank tenant de part et d'autre ce même drapeau. 2 groupes distincts, l'un à Nîmes, l'autre aux Émirats Arabes Unis, et ce même étendard. Un étendard loin d'être anodin, car il est celui de la Rhodésie, le nom porté par un régime dirigé par une minorité blanche entre 1965 et 1980 au sein d'une colonie britannique située dans l'actuel Zimbabwe. D'après les révélations de nos confrères de Mediapart, ces photos ont été relayées sur les réseaux sociaux, notamment sur des groupes racistes faisant l'apologie de l'ancienne colonie sur Instagram. Les militaires sont soumis à une exigence particulière de neutralité qui s'applique également à leurs réseaux sociaux, a communiqué le ministère à l'agence France Presse. Le nom des concernés n'a pas été donné, mais les sanctions pourraient être sévères, précise l'institution. C'est pourtant rare que celle que l'on surnomme la Grande Muette s'exprime sur des affaires, le signe que celle-ci est grave. Mediapart rappelle qu'en 2015, l'Américain Dylan Roof avait assassiné 9 Noirs dans une église aux États-Unis. L'homme avait fait l'apologie de la Rhodésie dans un manifeste. Cette nouvelle sortie spatiale pour Sophie Adenau, l'astronaute française, est de nouveau sortie de la Station spatiale internationale. Elle avait déjà effectué une première sortie historique avec son collègue américain Anil Menon. Ensemble, ils devaient terminer aujourd'hui de remplacer une antenne qui permet de communiquer avec le centre de contrôle de la NASA.